Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et on va traiter d'actualité juridique. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Sur ce, regardons les décisions du Conseil d'État. Le Conseil d'État? Really, nigga? C'est un juge administratif qui traite des litiges impliquant l'administration. Il ne traite pas que des litiges impliquant l'administration, c'est aussi une juridiction suprême, Matt. Ah, je sais Jean-Mi, je fais au plus simple et au plus rapide. Allez, générique. Dans cette première affaire, on va parler d'un marché public. Ce contrat est conclu entre le centre hospitalier de Vendôme et la société du docteur Jacques Franc. Selon ce contrat, la société devait interpréter les clichés radiographiques du centre hospitalier. Des radios, ça me rappelle un prank qui a mal tourné. C'est surtout un marché à bonne commande. En effet, les achats de ce centre auprès de cette société sont répétitifs. Et le centre s'est engagé à acheter auprès de la société au minimum 200 000 € de commandes par an. Ah ouais, la société, elle est refaite avec ça. Non, le centre a résilié irrégulièrement le marché public et la société a subi un gros préjudice. Gros naïf. Tout simplement, la société a perdu de l'argent et elle a été indemnisée à ce titre par le juge. Bah il est où le problème? Elle a eu du blé, qu'est-ce qu'elle vient faire chier? Disons que pour elle, l'indemnisation est pas suffisante et elle en demande plus. Mais le Conseil d'État rappelle à la société qu'elle doit établir la réalité de son préjudice. Autrement dit, le manque à gagner de la société doit avoir un caractère certain. Et pour vérifier ce caractère certain, le juge se fonde sur la valeur minimale du marché, à condition que cette valeur figure dans les documents de ce marché à bonne commande. Ici, le juge se fonde sur le montant minimal de 200 000 € qu'on a vu précédemment. À partir de ce montant minimal, le juge peut évaluer correctement le manque à gagner de la société. Et au final, la société, elle a eu plus de thunes ou pas? Non, car les juges ont appliqué la démarche que je viens d'expliquer. Du coup, ils avaient correctement évalué le manque à gagner de la société. Et ils ont versé une indemnisation suffisante pour couvrir ce manque à gagner. Oh, ce fail! Comment elle a chié dans la colle, la société! Tu n'es pas un exemple de réussite, Jean-Kévin. Ah, tu sais que tu n'es pas mieux avec tes manières, Jean-Michel. Jesus Christ. Pardon? Gros bouffon. Ah, excusez-moi, avec leurs conneries, on s'égare. Affaire suivante. Dans cette nouvelle affaire, un journaliste travaille pour le département des Deux-Sèvres. Il est mis à disposition par le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres. C'est quoi la mise à disposition? Ça fait larbin comme mot. Non mais je rêve, je vais t'instruire, parbleu. Un agent est mis à disposition lorsqu'il occupe un emploi et perçoit une rémunération, tout en exerçant des fonctions hors du service dans lequel il a vocation à servir. Dans notre affaire, le journaliste occupe toujours son emploi au sein du centre de gestion, mais il exerce ses fonctions de journaliste au sein du département des Deux-Sèvres. Après sa mise à disposition, le journaliste a été engagé par le département des Deux-Sèvres. Et son contrat prévoit une période d'essai de 3 mois. 3 mois? Mais au final, le président du conseil général a décidé de licencier ce journaliste pour insuffisance professionnelle. Oh, comment j'aurais trop le seum à sa place! Si j'étais à sa place, j'aurais demandé l'annulation de la décision ainsi que la condamnation du département. C'est ce qu'il a fait, et il a obtenu gain de cause une première fois. Pourquoi une première fois? Il les a défoncés, non? Non, le département s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État. What the fuck is that shit? Et autrement, le département n'a pas abandonné la guerre. Abandonné la guerre. What's going on?
Ok, il joue le bonhomme, mais il se passe quoi après? Je pense que le juge vérifie si le département pouvait conclure un contrat avec une période d'essai. En fait, c'est possible puisque le département n'est pas l'employeur de ce journaliste. Pendant sa mise à disposition, c'est le centre départemental de gestion qui reste l'employeur. Alors c'est fini du coup? Non, le journaliste effectue les mêmes missions qu'il a accomplies pendant sa mise à disposition. Dans ce cas, la durée des missions effectuées lors de la mise à disposition doit être déduite de la période d'essai. Hein? J'ai pas compris. Mais quel connard ce type! Bon, rappelons que dans un tel contrat, la période d'essai est de 3 mois maximum. Lors de sa mise à disposition, le journaliste a effectué les mêmes missions que celles prévues dans le contrat. Et il a effectué ça pendant 1 mois. Du coup, sa période d'essai passe de 3 mois à 2 mois. Ok, c'est pour prendre en compte le fait que le mec a bossé pendant 1 mois. Oui, Jean-Kévin, et c'est surtout pour éviter que l'administration contourne la réglementation. Et ici, il n'a pas pris en compte le fait que le journaliste ait effectué 1 mois de mission auparavant. On m'en bat les couilles, frère. Oh, le département, il a pas respecté la règle. Ah, rien de cette dog life. Et dire que cette illégalité ne suffit pas à condamner le département. Et encore moins pour annuler la décision. Non, c'est pas vrai, jure. You Allah. Et si, Jean-Kévin, le juge doit aller plus loin, il doit vérifier si les motifs justifient le licenciement pour insuffisance professionnelle. Et comme les juges n'ont pas vérifié cela, le Conseil d'État a donné gain de cause au département. Oh, ce retournement de situation, mais ça vaut pas les pranks. Bien entre comment peux-tu aimer ce contenu sans scénario et être pris pour un idiot? Les pranks, c'est pas du fake, y a des vols, des enlèvements, et c'est des thugs, putain. Bon les gars, arrêtez d'enfoncer des portes ouvertes. Il y a des bons pranks et d'autres nuls à chier. Allez, la suite. Bon, on va finir par le licenciement d'un délégué syndical de la RATP. En fait, l'inspectrice du travail a délivré une autorisation de révocation à la RATP pour licencier cet agent. Mais contre toute attente, l'agent obtient l'annulation de cette autorisation. Et comme cette autorisation de révocation est annulée, l'agent n'est plus licencié. Cependant, la RATP conteste l'annulation de cette autorisation et elle affirme que le licenciement a été conduit dans une procédure régulière. Et à ce titre, le Conseil d'État rappelle qu'un procès-verbal du Conseil de discipline doit être rédigé. Ce procès-verbal doit attester de l'existence de la délibération du Conseil de discipline ainsi que le résultat de cette délibération. Et ce procès-verbal permet aussi aux membres d'y porter des mentions. Certes, Jean-Mi, je suis d'accord avec toi, mais il y a une limite. Le Conseil d'État précise que le procès-verbal ne doit pas être un compte-rendu fidèle de la séance. Il ne résume pas la procédure avant et après la séance devant le Conseil de discipline, et il ne résume pas non plus les différentes interventions des personnes au cours de la séance. En fait, ce bout de papier, il sert à rien, quoi. Et figurez-vous que cette limite que je viens d'énoncer n'a pas été prise en compte par les premiers juges. Et comme ça n'a pas été pris en compte par les premiers juges, le Conseil d'État a dit allez hop, on va rejuger tout ça. Oh la honte pour les juges. Pas de conclusion active, Jean-Kévin. On va développer ensemble le raisonnement du Conseil d'État. Pour commencer, le Conseil d'État affirme que le personnel de la RATP est soumis au Code du travail. Dans ce cas, les délégués syndicaux de la RATP bénéficient d'une protection exceptionnelle. Et en quelque sorte, c'est normal puisqu'ils représentent les intérêts des travailleurs. Ouais, en gros, le mec il pèse dans le game grave. Effectivement, avant de licencier le délégué syndical, la RATP est obligée de saisir l'administration, autrement dit l'inspecteur du travail. Il vérifie que la procédure de révocation est régulière, mais aussi il s'assure du respect du statut du personnel de la RATP. Mais cette protection n'a-t-elle pas une limite, Matt? Encore une limite? Mais c'est quoi cette protection en mousse? Oui, et ça se voit dans l'enquête qui précède l'engagement des poursuites disciplinaires. À ce moment-là, l'agent n'a pas un droit à être assisté par une personne de son choix. Donc, la procédure n'est pas irrégulière si le délégué syndical n'est pas assisté lors de l'enquête. Et cet agent n'est pas fondé dans ce cas à demander l'annulation de l'autorisation de révocation. En résumé, la RATP a gagné et elle a en toute légalité licencié l'agent. Game over! N'oubliez
pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux, Facebook, Instagram et Twitter. C'était MathDEH. Allez, à plus les juristes!